Cette vidéo est consacrée à la présentation d'une fonctionnalité qui permet d'automatiser l'application d'une méthode de mutualisation de ressources. Cette fonctionnalité se distingue notamment des précédentes par le sens bottom-up de la propagation d'informations qu'elle met en œuvre à travers la hiérarchie de composants. En effet, cette instance peut émettre vers le haut une requête de signaux mutualisés. Cette requête va donc parvenir par exemple au niveau du top ici, à un modèle de générateur de signaux mutualisés. Ces signaux vont alors être transmis à travers la hiérarchie via l'ajout automatique des ports nécessaires jusqu'à être connectés au consommateur qui a lancé la requête ici. Voyons maintenant un exemple concret de fonctionnalité de ce type. Cet exemple concret, je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo en vous montrant cette instanciation d'un timer qui a certes sa sortie terminated, une microseconde, plus ou moins 5%, après la survenue d'un pulse sur son entrée start. Et je vous avais dit que le compilateur se sert de cette précision ici pour optimiser le design en connectant automatiquement une horloge secondaire mutualisée et adaptée à cette précision. Le compilateur applique donc une certaine méthode pour implémenter des composants de type timer. Voyons tout d'abord plus précisément ce qu'est cette méthode, ainsi que son intérêt, puis nous verrons qu'en VHDL++, il n'y a pratiquement rien à faire pour appliquer cette méthode. Alors, quelle est cette méthode? Eh bien, pour réaliser ce genre de timer, dans tous les cas, on utilise un compteur interne qui va compter un certain nombre de coups d'horloge. La solution la plus simple à mettre en œuvre consiste à compter les coups d'horloge du domaine d'horloge courant. Cette horloge du domaine courant sera par la suite nommée horloge système. Compter les coups de l'horloge système aura l'avantage de maximiser la précision du timer. Mais cela aura aussi l'inconvénient de maximiser la taille du compteur interne. Alors si l'on veut optimiser cette taille de compteur interne, il suffit de compter les coups non pas de l'horloge système, mais plutôt les coups d'une horloge de plus basse fréquence, mais pas trop basse pour continuer à respecter la contrainte de précision. Nommons cette horloge l'horloge adaptée. Cependant, cette horloge adaptée ne sort pas de nulle part. En général, cette horloge sera une horloge synchrone issue de l'horloge système. Donc, pour la produire, il faudra un autre compteur interne ici. Et alors, globalement, on aura juste déplacé quelques bits de ce compteur vers cet autre compteur. On n'aura donc rien optimisé. À moins que, dans ce domaine d'horloge, il y ait plusieurs timers comme ça. Dans ce cas, en plus du fait que cette horloge soit mutualisée, chaque bit de ce compteur interne peut être vu comme une potentielle horloge adaptée. Alors pour ce domaine, toutes les horloges adaptées peuvent être produites par cet unique compteur. Donc ce composant peut être renommé générateur des horloges adaptées. Ainsi, lorsqu'un design contient un grand nombre de timers, le nombre de bits de compteur économisé croît proportionnellement au nombre de timers ainsi qu'au log2 du rapport entre la précision moyenne des timers et la période de l'horloge système. Maintenant que vous avez une bonne idée de l'intérêt de cette méthode, entrons dans le détail de comment elle se met en œuvre en VHDL++. Pour l'instant, je ne vous ai présenté que l'instanciation d'une entité timer avec sa fonction map. Pour pouvoir utiliser cette fonction sur timer, il faut simplement spécifier de cette manière que l'entité timer implémente timer interface. Cela aura pour effet d'injecter le port adapted clock et le generic port counter initial value. Et lors de l'instanciation, ces ports seront connectés automatiquement avec la bonne horloge adaptée et la bonne valeur initiale de compteur pour obtenir la durée spécifiée. Et alors l'architecture de ce timer peut être écrite librement en utilisant le signal d'horloge adaptée ici, ainsi que la valeur initiale du compteur ici. Si à la place de ces noms par défaut, vous voulez en utiliser d'autres, pour éviter une collision de noms, ou simplement pour mieux dénoter la sémantique de votre entité, alors comme ça, vous pouvez écrire les changements de nom voulus. Enfin, si vous spécifiez une autre timer interface, ou un tout autre type d'interface, il faudra associer des identifiants à ces interfaces, pour qu'elles puissent être ainsi ciblées lors d'un appel à la méthode map. Et c'est tout. Donc tout ce qui est génération d'horloge adaptée, sélection d'une horloge adaptée, propagation de cette horloge à travers la hiérarchie, calcul de la valeur initiale du compteur, tout ça est fait automatiquement.